Il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être 6 en cellule. Ce qui est le plus pénible peut-être, c'est d'avoir à demander tout. Juin 2009. La prison de Nancy s'apprête à quitter ses vieux murs du centre-ville pour un établissement tout neuf en périphérie. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a plus de contact avec les surveillants, il n'y a plus de contact humain en fait. L'occasion pour les réalisateurs d'interroger le personnel et les détenus sur leurs conditions de vie, de travail et l'influence du bâtiment sur leur vie quotidienne. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. D'une prison à l'autre, un documentaire de Laurence Milon et Guy Girard, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Bonsoir à tous, à suivre sur Public Sénat dans quelques secondes, le 18h, au sommaire, un nouveau sondage qui témoigne du désamour des Français pour les hommes politiques. À 18h30, déshabillons-les, Hélène Risser se penche sur une résurrection, celle de Martine Aubry. À 19h15, conversation d'avenir avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini. Ils nous parleront ce soir du Maroc. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mardi 6 avril. Ouverture de la bataille du Grand Paris au Sénat. Deux conceptions de la région métropole s'affrontent avec en toile de fond les transports et le logement à l'horizon 2030. 3 sénateurs en débattront tout à l'heure avec nous. Le gouvernement menace de mettre sous tutelle la Seine-Saint-Denis. Ce serait savoureux, dit le Parti socialiste qui apporte son soutien à Claude Barthelone. Il n'est pas le seul président de Conseil général à se rebeller contre le manque de financement de l'État. On en trouve même à droite. Quel est le coût de la politique d'immigration et notamment des reconduites à la frontière? Des parlementaires majoritairement de l'opposition réclament un audit vu à l'UMP comme un traquenard politique. Claude Barthelone engage un bras de fer avec l'État, mais il n'est pas le seul président de Conseil général à participer à l'offensive contre le gouvernement pour réclamer les compensations financières correspondant aux allocations versées par les départements, RMI ou RSA. Claude Barthelone va le plus loin en présentant un budget de révolte, dit-il, c'est-à-dire en déficit au risque d'une mise sous tutelle de son département. Flora Sauvage. RMI, RSA, APA, autant de prestations sociales qui plombent les finances des départements. Car réforme après réforme, l'État ne compense plus financièrement le transfert de charges opéré depuis les lois de décentralisation de 2004. Du coup, le département de Seine-Saint-Denis est au bord de l'asphyxie et il s'apprête à voter un budget en déséquilibre. Je ne fais pas l'aumône. Je dis voilà les dépenses que j'applique sur le territoire au nom de l'État. Les différentes allocations pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, le RMI et RSA, qui relèvent de la solidarité nationale. Et ce qui relève de la solidarité nationale doit être payé dans le cadre de la solidarité nationale. D'autres départements sont aussi touchés. En Saône-et-Loire, le président du Conseil général a coupé dans les dépenses touchant au sport, à la jeunesse ou à la famille. Le but, arriver à boucler son budget. On a pris des mesures drastiques de réduction des crédits et nous assumerons en plus l'impopularité de ministres de la République qui viennent sur nos territoires dire que nous, on est en quelque sorte des réducteurs de services publics à notre tour. En fait, le pouvoir nous oblige à faire du sarkozysme par procuration. Aujourd'hui, on est complètement étranglé financièrement. Il y a 28 départements qui sont les premiers touchés. Il y en aura 16 l'année prochaine. On a emprunté de l'argent jusqu'où on pouvait le faire, mais demain, on sera incapable d'équilibrer nos recettes et nos dépenses. Cette année, un certain nombre de départements s'en sont sortis en augmentant les impôts ou en renonçant à des investissements. Mais l'inquiétude est de mise, y compris dans les rangs de la droite. Séminaire à huis clos pour les sénateurs UMP, occasion pour eux d'exprimer leur impatience sur justement la réforme des collectivités locales. Ils demandent avant tout que soit rapidement connu le mode d'élection des futurs conseillers territoriaux. Notons que le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Jocelyn de Rohan, estime par ailleurs qu'il faut travailler à autre chose que le bouclier fiscal et revoir, dit-il, notre système de fiscalité. Le grand soir de la fiscalité n'est pas pour tout de suite, a précisé aujourd'hui François Fillon devant les parlementaires centristes en visite. Ceux-ci ont en effet plaidé leur cause, être mieux entendus.
auprès de François Fillon, qui les a reçus pour la première fois. Fabrice Cunet. Opération séduction devant les parlementaires centristes pour François Fillon. Au menu de cette réunion de plus de 2 heures, une discussion animée autour des réformes en cours. Retraite, fiscalité, collectivité. Union centriste et Nouveau Centre veulent peser au sein de la majorité. Message reçu. J'ai senti réellement à l'écoute et j'ai senti qu'il avait en face de lui des gens qui n'étaient pas dans une critique systématique et négative, mais qui étaient plutôt dans une critique positive, c'est-à-dire capable de faire un certain nombre de propositions. Car le centre est en pleine crise identitaire. Depuis une semaine, les réunions s'enchaînent pour reconstituer un grand parti centriste à côté, ou plutôt aux côtés de l'UMP. La défaite de la majorité au régional donne un argument de poids et l'oreille du président. Si on ne veut pas vivre la même chose en 2012, il faut que tout le monde, y compris ceux qui préféreraient que la situation soit différente, notamment à l'UMP, eh bien, en prenne conscience. Si on veut gagner en 2012, si on ne veut pas en 2012 perdre et la présidentielle et les législatives, eh bien, il faut que le centre puisse exister. Et les dents n'ont pas fini de grincer à l'UMP. Les centristes évoquent la possibilité d'un candidat en 2012. Peut-être un coup de bluff. En attendant, François Fillon s'est engagé à les rencontrer chaque mois. Le chef de l'État s'est déplacé aujourd'hui dans l'Essonne chez un céréalier. Bien qu'à la reconquête de son électorat, il a refusé de revenir sur la baisse des aides européennes aux producteurs, recul d'environ 100 € par hectare. Nicolas Sarkozy a vanté en revanche la loi de modernisation agricole, bientôt en débat au Sénat, qui prévoit de nouvelles aides fiscales et rappelé que la France entend avant tout obtenir une régulation des prix agricoles. Des députés et des sénateurs majoritairement de l'opposition, mais on trouve aussi quelques UMP, veulent connaître le coût exact de la politique d'immigration et notamment des reconduites à la frontière. Des chiffres très contradictoires sont avancés. L'enquête de Thomas Raguet. Ils sont communistes, verts, socialistes, mais aussi membres de la majorité, comme l'UMP, Étienne Pinte. Réunis en commission informelle, ils vont mener dans les prochains mois des auditions pour faire le bilan de la politique d'immigration du gouvernement. Pour beaucoup, c'est le signe d'un ras-le-bol, alors qu'un nouveau texte sur l'immigration arrive prochainement devant le Parlement. Je considère que c'est pas par hasard si on a eu des débats sur le minaret, l'identité nationale, la burqa, la viande halal et maintenant une énième loi sur l'immigration. Il y a un dénominateur commun, c'est les immigrés ou les enfants d'immigrés. Je considère que c'est trop. Leur objectif, obtenir les vrais chiffres, notamment ceux du coût des expulsions, 230 millions selon le ministère, près de 10 fois plus selon le collectif Cette France-là, à l'origine du projet de contre-expertise. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire de l'argent public, des impôts payés par les Français, que d'arrêter beaucoup de personnes, d'en placer un certain nombre en centre de rétention et d'en éloigner quelques-unes à un coût exorbitant. Si 2 parlementaires UMP ont pour l'heure rejoint la commission, d'autres comme Daniel Raoult raillent l'initiative. Une mission d'information, elle vise à trouver un certain nombre de solutions. Est-ce que ça doit coûter moins cher ? Alors je ne sais pas, les charters ça coûte moins cher que les billets d'avion. Sandrine Mastier est une collègue que j'apprécie beaucoup, mais elle est un peu atteinte du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire à force de travailler uniquement sur ce dossier de l'immigration, il faut voir toutes ses facettes. La commission informelle devrait tenir sa première audition le 4 mai prochain. Avec nous, Richard Yung, sénateur socialiste représentant les Français établis à l'étranger. Bonsoir. Quelle est donc la question principale que vous vous posez pour lancer aujourd'hui cet audit ? Ce que nous voudrions faire, et ce que nous voulons faire, c'est établir des faits de façon aussi objective que possible. Voilà. À la fois sur les coûts, mais aussi sur les procédures, sur tout ce qui se passe, pour voir dans quelle mesure la politique d'immigration est en adéquation avec les objectifs qu'elle se déclare. Est-ce que vous contestez les chiffres avancés par Éric Besson, qui chiffre notamment le coût des reconduites à la frontière entre 5 000 et 12 000 euros selon qu'il y a ou non une escorte policière? Est-ce que ces chiffres, vous les acceptez ou les contestez? Non, nous les contestons vivement, et c'est pas de façon partisane, puisqu'il y a un rapport de la Cour des comptes extrêmement précis sur la question, qui a fait un chiffrage qui montre qu'on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur. Beaucoup plus. On est 5 fois, 6 fois plus facilement. Est-ce que pour vous, cette critique des chiffres et de la facture de la politique d'immigration est un biais justement pour contester, notamment Éric Besson? On a vu Éric Raoult et il parle d'un traquenard tendu par la gauche.
Bien sûr, il est dans son rôle en disant ça. Je crois qu'il n'a pas raison. Je crois qu'un des points importants, il faut bien le souligner, c'est que cette commission, elle est pluripartie. C'est-à-dire qu'il y a des représentants, pas des représentants, mais des gens, des députés, des sénateurs de tous les partis, y compris de l'UMP, du centre et bien sûr de la gauche, des socialistes. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un débat politique à avoir avec tout le monde et on essaye de l'avoir de façon dépassionnée, sans rentrer dans la polémique et d'établir un certain nombre de faits. Et à partir de ces faits, on pourra, j'espère, faire des propositions raisonnables. Notons quand même que les parlementaires de l'UMP qui vous rejoignent sont ceux qui d'ores et déjà critiquent la politique d'immigration. Je pense notamment à Étienne Pinte, par exemple. C'est pas à nous de choisir nos députés. Mais c'est vrai qu'ils ont l'étiquette UMP, en tous les cas. Voilà. Vous allez travailler ensemble. Très bien. Quand est-ce qu'on connaîtra votre audit, le résultat ? Oh, je crois que ça sera après les vacances. On démarre début mai, mais il y a 7 ou 8 séances. Il faut ensuite faire un rapport, donc ça sera plutôt octobre, quelque chose. Très bien, Richard Yung, merci. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Bernard Accoyer, ont installé aujourd'hui un groupe de travail pour améliorer la qualité de la loi. Il s'agit de remédier au vote dans l'urgence de trop nombreux textes, souvent mal compris. La commission donc s'est mise en place avec des sénateurs et des députés. La grève des cheminots, notez-le bien sûr, dès ce soir, au moins 2 jours de mobilisation sur l'emploi et le fret, et puis un trafic au ralenti. En moyenne, 70% des TGV circuleront, 60% des TER, 60% des Transiliens en Ile-de-France. Le trafic de Eurostar et des Thalys sera normal. La suite du 18h avec un sondage sur le désamour des Français et de leurs hommes politiques. C'était la une du quotidien 20 minutes ce matin. 76,3% des Français ne font plus confiance aux hommes politiques. 76,3%, la précision du chiffre peut faire sourire, mais ce sondage vient en confirmer d'autres du même ordre. Emmanuel Kessler. Désenchantement vis-à-vis des politiques, de la politique qui n'est pas nouveau mais qui frappe par son ampleur. 3 Français sur 4 qui n'ont pas confiance dans leurs hommes politiques, avec une nuance quand même. La défiance est plus forte pour les élus nationaux, parlementaires européens ou députés. En revanche, les élus locaux sont préservés, surtout les maires qui sont les seuls élus à bénéficier de la confiance d'une très nette majorité de la population, 64%. C'est vrai qu'on les connaît mieux et les effets de leurs actions, les aides sociales, les équipements sont perçus concrètement. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche aux hommes politiques ? Eh bien, de s'occuper d'abord de leur carrière, d'être coupés de la vraie vie des Français. On leur reconnaît quand même d'être courageux, compétents, travailleurs, mais 1 Français sur 2 pense qu'ils sont corrompus et surtout 1 tiers seulement pense qu'ils sont capables de réduire les effets de la crise. En soi, effectivement, ce désamour n'est pas nouveau, mais il est accentué par 2 facteurs. L'élection présidentielle de 2007 qui a suscité beaucoup d'espoir globalement déçus. Le chômage, il monte pour les Français et ça traduit l'impuissance de l'action politique, qu'elle soit de droite ou de gauche. Avec nous, Philippe Tapia, bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut d'études de marché et de sondage Infraforce qui a réalisé ce sondage. Pourquoi d'abord l'avoir réalisé, sachant qu'effectivement, on avait déjà des indications allant dans ce sens? Eh bien parce que, avec nos partenaires de France Info et de 20 minutes, nous étions frappés quand même, comme tout le monde, par le poids de l'abstention. Et l'idée était de dire, essayons de comprendre si, en effet, le désamour vis-à-vis des hommes politiques, des femmes politiques, était responsable de cette abstention. On constate que oui. On constate que, d'ailleurs, en complément, dans ce sondage, il y avait une question qu'on posait aux Français de savoir ce qu'ils pensaient des raisons pour lesquelles les Français s'étaient abstenus. Et en effet, ils pensent et ils disent que c'est parce que, d'une part, les Français veulent manifester leur mécontentement, et que d'autre part, ils ne se sentent pas représentés par les candidats. Alors bien entendu, c'était les régionales, mais on voit que dans la cote des hommes politiques, comme vous l'avez souligné, les députés européens, tous ceux qui sont un peu plus loin du quotidien des Français, sont totalement désavoués. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous ne renforcez pas quand même les préjugés des Français avec ce sondage vous avez demandé aux Français si les politiques s'occupaient surtout de leur carrière, s'ils étaient coupés de la vraie vie, s'ils ignoraient leurs préoccupations. Avec toutes ces suggestions, est-ce que ce n'est pas une manière de renforcer les préjugés ?
Alors, c'est vrai, on y a bien entendu pensé, bien sûr. Ah bon? Ah, mais attendez, c'était intentionnel de votre part? Non, c'était pas intentionnel. Vous avez posé les questions en vous disant, on court le risque. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Français ont tendance à vouloir un petit peu, permettez-moi l'expression, taper sur leurs hommes et femmes politiques, que c'est un peu traditionnel. Mais là, quand même, on se trouve dans un score, si j'ose dire, de 3/4 des Français, assez élevé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce score est complété, si j'ose dire, par le fait que quand même 86% des Français disent que les hommes et femmes politiques ne pensent qu'à leur carrière. Là, quand même, on est dans des taux assez forts. Et je pense qu'au-delà d'un éventuel populisme, que sais-je, c'est quand même peut-être une manière d'informer les hommes et les femmes politiques. Un avertissement. Vous estimez que votre sondage a valeur d'avertissement. Voilà, en tout cas de prise de conscience, peut-être. Donc dire aux hommes politiques qu'ils sont là pour servir leurs concitoyens et pas pour se servir? Non, ça je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. Simplement de dire que ils n'ont pas l'image qu'ils souhaiteraient peut-être avoir et que nous tous, au nom de la démocratie, on souhaiterait qu'ils aient. Très bien, donc voilà, un avertissement en tous les cas, ce sondage qui faisait ce matin la une de 20 minutes, le quotidien gratuit, largement diffusé. Merci à vous, merci à tous les deux, merci Emmanuel. La suite du 18h avec la bataille relancée aujourd'hui au Sénat autour du Grand Paris. Avec cet examen donc aujourd'hui au Sénat, dans l'urgence, du projet de loi sur le Grand Paris, l'occasion d'un bras de fer entre la majorité et la gauche, forte de sa victoire au régional, justement, avec Jean-Paul Huchon conforté, qui entend bien mener le combat contre un projet cher au chef de l'État, Marie Brémaud. Dès le début de son intervention, le secrétaire d'État a tenu à apaiser le débat qui arrive aujourd'hui au Sénat. Le Grand Paris se fera avec la région. Le projet de loi qui vous est présenté est en tout point respectueux des compétences de la région et ne conteste en rien la légitimité de l'exécutif régional. Les élus socialistes de l'Île-de-France sont vent debout contre le projet gouvernemental et reprochent le déni des élections régionales. On fait comme s'il ne s'était rien passé 10 jours après. Dans l'hémicycle, on va faire comme si les Français ne se sont pas prononcés. Car la gauche, revigorée par sa victoire électorale, compte livrer une bataille sur les 3 principaux points du Grand Paris, que ce soit la construction d'un super métro autour de la capitale, la création d'un pôle technologique et scientifique à Saclay, ou encore le développement du territoire autour de 50 nouvelles gares. Rien ne trouve grâce aux yeux de la sénatrice de Seine-Saint-Denis. Ce Grand Paris est loin de répondre aux besoins immédiats de 11 millions de Franciliens ou de poser les bases d'un développement équilibré, durable et solidaire de la région Île-de-France. Devant de telles critiques partagées par certains élus de droite, le gouvernement espère clore le débat le plus rapidement possible. Le texte est examiné au Sénat en procédure d'urgence. Voilà, ils étaient en débat, ils sont maintenant avec nous, en tous les cas, 3 d'entre eux. Nicole Bricq, bonsoir, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne. Philippe Dallier, sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis, donc bonsoir. 2 élus de la grande région métropole. Et puis avec nous également Fabienne Keller, bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP du Bas-Rhin, mais qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, quand la région Île-de-France est bien organisée, c'est toute la France qui respire et qui a des transports qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'une commission s'est mise en place et bien sûr les élus de toutes les régions sont invités à donner leur opinion. Bien sûr, et mes collègues concernés par la Normandie tout particulièrement, puisqu'il y a la question de l'agrandissement de la région Île-de-France, mais aussi la France entière, qui est mobilisée par ce débat. Très bien, donc voilà, un sujet national, on l'a bien compris, même s'il concerne en premier lieu, bien sûr, les Franciliens. Cette première question à tous, ce combat autour du Grand Paris cache-t-il un clivage purement politique ou politicien droite-gauche, selon vous, Nicole Bricq? Je crois qu'il reflète une volonté recentralisatrice du gouvernement, à la suite des textes engagés depuis plusieurs mois. Dans le premier était la loi de finances pour 2010 qui supprimait... Vous vous battez pour que Jean-Paul Huchon, réélu, garde ses pouvoirs de président de région. Je pense que les Français ont renouvelé leur confiance à l'équipe sortante le 21 mars et que ce faisant, ils ont approuvé à la fois le bilan et les propositions, et notamment celles qui sont faites par la région et les départements. Donc c'est une prolongation du combat de Jean-Paul Huchon pour qu'il ne soit pas
privé de ses prérogatives de président de région. Est-ce que c'est comme ça, Philippe Dallier, que vous voyez les choses? Non, pas vraiment. Écoutez, d'abord, est-ce que c'est un débat droite-gauche? Tout dépend de quel Grand Paris nous parlons. Parce qu'effectivement, quand je parle du Grand Paris, moi je parle d'une grande collectivité locale nouvelle à créer qui viendrait, j'allais dire, représenter la métropole. Prendre la place de la région? Non, pas prendre la place de la région. Le Grand Paris, il est dans la région Île-de-France. Donc moi, je souhaite effectivement que Paris et les départements de la Petite Couronne se regroupent pour former la métropole. Et là-dessus, sur cette idée-là, d'une collectivité locale du Grand Paris, ce n'est pas un débat droite-gauche. Il y a à droite des gens qui y sont favorables, à gauche des gens qui y sont favorables et d'autres qui y sont opposés. Aujourd'hui, le débat qui est sur la table et devant le Sénat, c'est effectivement celui du projet de Christian Blanc, qui est d'abord un projet de transport et de développement économique. Et ce qui est en débat aujourd'hui, c'est la manière de conduire ce projet. Et la question posée, en fait, c'est de savoir si les collectivités locales ont bien toute leur place dans ce projet. Alors sur le projet en lui-même, Fabienne Keller, peut-être que vous êtes l'arbitre alsacienne ici. Est-ce que vous estimez d'abord qu'il y a deux conceptions, deux visions, et peut-être même deux ambitions qui se font face aujourd'hui? C'est peut-être le sentiment que c'est peut-être le sentiment que donne aujourd'hui le débat, forcément très très tranché dans l'hémicycle du Sénat. Mais je crois qu'on peut partager le constat, c'est qu'on a 30 ans de retard dans l'investissement des transports et donc l'organisation spatiale de l'Île-de-France. Donc le seul sujet, c'est le mouvement. L'État se propose d'agir, c'est une bonne chose. Il faut probablement qu'il s'articule beaucoup mieux avec les collectivités, la région en particulier, les départements. C'est ce que propose Philippe Dallier tout particulièrement. Oui. Mais dans une dynamique positive, il ne s'agit pas de dresser un projet contre l'autre. Les conditions de transport... Chacun doit faire un effort pour aller vers l'autre. Absolument, et travailler en commun. Les conditions de transport des Franciliens sont insupportables. Et on sait que les transports, c'est l'un de vos grands dossiers, Fabienne Keller. Il faut vraiment tous ensemble avancer. Et je crois que l'État marque sa volonté d'agir. Je veux dire qu'en province, on serait assez content que l'État soit aussi acteur et financeur de transport public. C'est pas le cas. C'est le cas dans la région capitale. C'est une chance, mais ça doit se faire dans la concertation avec les structures locales. Finalement, les élus de la région métropole. Je vous rassure tout de suite, l'État ne finance rien au travers de ce projet. C'est bien là un des problèmes il y a 4 milliards du texte. Oui, c'est ça. Oui, 4 milliards dont on ne sait pas où on va les prendre pour l'instant. Si, Christian Blanc a dit il allait les prendre, les 4 milliards. Si vous voulez me mettre là-dessus, allons-y. Il nous dit qu'il va avoir 4 milliards, qui lui permettra de faire un emprunt. Attendez, qui nous permettra de faire un emprunt sur 40 ans. Si je veux paraphraser. C'est comme à la banque, il faut peut-être un apport personnel d'abord. John Maynard Keynes, à 40 ans, on sera tous morts. Mais on a construit le métro, financer le métro comme ça, le métropolitain, au début du XXe, tout de même. Cette source de financement, elle est prise, elle est gagée sur les remboursements des prêts qui ont été faits à la filière automobile. Vous n'y croyez pas? Voté. Non, il faut d'abord qu'ils remboursent. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai voté en loi de finances pour 2010, ça fait 270 millions. Donc on est quand même très loin des 4 milliards. Et le budget total, c'est combien? J'attends de voir la suite. Vous comprenez, c'est pas un engagement financier. Ça montre que l'État, il est complètement exsangue financièrement et qu'il n'a pas un sou. 21 milliards pour le projet de transport de Christian Blanc. Au moins. Uniquement pour l'investissement. On nous a dit des fois 25 et certains disent 30. Aujourd'hui, c'est 21 milliards. Donc le financement est aussi aléatoire que le montant. Alors, au-delà des questions de financement, il y a les questions de la vision, puisque effectivement Nicole Bricq disait deux visions s'affrontent, et notamment sur les transports, parce que ce projet à plus de 20 milliards d'euros vise à construire, on a dit, le grand 8 autour de la capitale, un vaste métro automatique, mais ça c'est un projet qui divise aussi. À gauche, on estime qu'il est inutile. Moi, je dis qu'il n'y a pas aujourd'hui de vision qui s'oppose, parce que la vision du président de la région, moi, je la cherche encore. Il y a deux approches différentes en matière de transport public. Ça, c'est une certitude. Avec Christian Blanc, qui, lui, a son projet de métro en rocade de 130 km, et puis la région, qui a un autre projet concurrent, le projet Arc Express, qui peuvent être complémentaires. Le Grand 8, c'est pour relier des champs de patates. Mais non, écoutez, pas ça. Le Grand 8, ça va relier les grandes zones futures de développement économique, les grandes infrastructures de transport et le plateau de Saclay,
qui reste à créer, mais ce projet a du sens et il va dans le sens du développement économique et du développement de la croissance en Île-de-France. Et on peut noter que plus de la moitié du projet, on retrouve les mêmes axes de transport. Donc il y a à 50% une identité de vue entre la région et le Grand ce projet parce que finalement la gauche peut-être est vexée de ne pas avoir eu cette ambition. On a une ambition. En 10 ans, en Île-de-France, on n'a rien vu. Madame Keller, qui a été concertée, qui a été négocié avec les collectivités territoriales, avec les départements. La région a mis sur la table 12 milliards avec les départements. Elle s'efforce de rattraper le retard. C'est vrai que l'État a pris pendant 30 ans. Mais je parle du transport. On ne parle pas du logement, de la cohésion sociale, du développement Monsieur économique. Dallier, si on avait voulu, parce que c'était votre question, oui. Si on avait voulu négocier projet à projet, on n'aurait pas fait comme ça. On n'aurait pas fait de la provocation avec ce texte. Et on aurait repris les propositions de notre collègue Gilles Carrez, qui a été missionné par le Premier ministre et l'UMP pour trouver qui est président du comité des finances locales, pour trouver les sources de financement qui permettaient de prendre en compte le projet de la région, dont je rappelle qu'il a été voté. Il a reçu la sanction non seulement des élus, mais du suffrage universel le 21 mars. Et il aurait fallu, à partir de là... écoutez, vous n'allez pas vous asseoir sur le vote des régionales, quand même. Donc, oui, c'est ça. Oui, mais c'est à vous tous les sondages, un vote. Il a été réinvesti, quand même. Attendez, il a été réinvesti, donc, mais on ne peut pas dire que le tracé de l'Arc moi je Express dis, il faut reprendre les propositions de Carrez, qui trouvent des financements, et qui phase le projet, et qui prend des morceaux mais dans un phasage ultérieur. Quand je regarde effectivement vos débats, je m'aperçois également que pour l'instant, le Grand Paris est synonyme de nouvelles taxes. Ah ben c'est clair. Mais écoutez, les 21 milliards, il va bien falloir les trouver quelque part. Donc ça peut être une dotation au capital. Non, on parle d'emprunt, là on parle de taxes. Il y a les emprunts, il faut les rembourser. Donc effectivement, la taxe sur les constructions à venir aura pour but en partie de rembourser les emprunts. Tout ne va pas tomber du ciel, c'est bien évident. Oui, mais elle vise à capter une partie de la plus-value que crée cet investissement public. Dont on ne connaît pas le montant, est complètement hypothétique. On ne sait pas ce que vaudront les terrains dans 20 ans. On est parti pour 40 ans. On augmente la valeur des terrains qu'il aborde. Oui, mais c'est ça, bien sûr. On a vu ça notamment aux abords des gares TGV, par exemple, là, où les propriétaires ont fait de belles plus-values. Voilà, et il s'agit de quoi? De récupérer une partie de cette plus-value au profit du financement de ce transport. Le marché immobilier, comme tout marché... Madame Bricq, vous devriez être d'accord avec cette idée. Il a des cycles. De ne pas il a des cycles haussiers, favoriser les propriétaires d'un effet de bonne Vous n'avez pas envie de faire ce pari sur l'avenir, Nicole Bricq? Je ne sais pas ce que sera le prix des terrains en Île-de-France, dans la Grande Couronne. Ça va monter si on installe des gares à proximité. Mais on ne sait pas où sont les implantations. On ne connaît même pas le tracé officiel et on ne connaît pas où sont les 40 gares qui nous sont annoncées. Aujourd'hui, la campagne des régionales... Tout est aléatoire dans cette affaire. Et derrière nous, Jean-Paul Huchon a été réélu triomphalement. Il va bien falloir qu'il trouve un terrain d'entente avec le pouvoir exécutif. Oui, mais à ce moment-là, que le gouvernement ne mette pas, avec le rapporteur et la majorité sénatoriale, ne mette pas dans le texte des amendements et des articles qui sont de véritables provocations. Quand on fait sauter la consultation publique sur Arc Express, qui est dans le projet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration de guerre. Défendu par Jean-Paul Huchon, qui est concurrent de ce fameux Grand 8 dont on parlait. Sans entrer dans trop les détails. Il est concurrent, mais il peut être complémentaire. Il est complémentaire en partie. Et je pense qu'il faut que les élus et l'État se mettent autour de la table. Cette région a trop besoin d'investissement pour que l'on traite les choses ainsi. Mais cela suppose... Jean-Paul Huchon, il faut le faire venir dans le jeu. Effectivement que le président de la région, je vais essayer de le modifier, vous le savez. J'ai déposé des amendements en ce sens. Il faut mettre de l'huile dans les rouages. Ça veut dire que le président Jean-Paul Huchon doit mettre de l'eau dans son vin, l'État également, et tout le monde doit venir à la table des négociations. Nos concitoyens ne nous pardonneraient pas sur un sujet aussi important pour l'avenir. Eh bien, une fois de plus, de tomber dans nos petites querelles sans fin. Il faut venir. Petite querelle. Vous ne prenez pas en compte l'attente des populations qui attendent le passage des RER sur les quais de gare. Moi, si, et j'espère que nous arriverons à convaincre l'ensemble du Sénat d'amender le texte dans le bon sens. Absolument. C'est une chance que l'État s'investisse. Bien sûr, il y a aujourd'hui des tensions. Il s'agit de fédérer, comme cela vient d'être proposé par Philippe, pour que la région Île-de-France, enfin, soit bien structurée, parce que ça, c'est vital. Fabienne Keller, vous qui êtes donc élue de Strasbourg, que le débat s'envenime à ce point parce qu'il se passe à Paris.
et qu'en province, ça se passerait différemment. Non, moi, je suis élue de la Grande Couronne, je suis pas parisienne. La grande couronne, mais il s'agit de ça. Mais la très grande couronne, mais non, pas du tout. Si monsieur Blanc veut faire un cluster, que l'État dise oui à celui qui est en train de naître sur l'université Descartes-Marne-la-Vallée. On n'a pas besoin du Grand 8 pour ça. C'est un sujet, monsieur Grosjean, stratégique pour la France entière. Je veux donner l'exemple des lignes TGV. Pour contourner Paris, il faut de belles gares, de grandes gares, bien organisées à Orly, à Massy, à la Défense, à Pleyel. C'est la liaison province-province qui est le même sujet que la desserte TGV de la Grande Couronne, qui aujourd'hui n'a pas assez de desserte, alors qu'il y a une taille, une activité économique, un développement potentiel qui le justifie. Donc c'est toute cette articulation du Grand Paris optimisé qui est le débat, et c'est normal que ce débat soit enflammé, les enjeux sont majeurs. On va suivre attentivement. Il est passionnant le développement et on de la voit qu'il y a du clivage. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. Merci à suivre Déshabillons-les avec Hélène Risser. Elle s'intéresse à Martine Aubry, et puis également Conversation d'avenir à suivre avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'étaient des travailleurs immigrés sans histoire, semblables à des milliers d'autres. Pendant des années, ils ont vécu dans un hôtel meublé à Belleville, loin de leur famille restée au bled. La société qui est propriétaire de cet immeuble demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de tous les occupants de l'immeuble. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Moi, je suis pas content. Ce documentaire raconte leur combat pour sauver leur immeuble, leur logement, leur dignité. Je suis dans l'oubli d'Agnès Poirier, un documentaire émouvant sur les hommes qui ont refusé de choisir entre deux pays. Dimanche à 9h sur Public Sénat. Je préfère être ce que je suis, c'est-à-dire dire ce que je pense, parler naturellement, ne pas avoir de stratégie de communication, parler quand j'ai quelque chose à dire de fort et qui ne peut pas être dit par d'autres. Et des séances de média training aussi? Ah non, certainement pas. Je n'en ai jamais fait de ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer. Elle ne fait pas de com, mais par les temps qui courent, c'est peut-être justement son meilleur argument de communication.